Brigitte est la plaignante suisse. Elle dépose plainte en avril 2018 alors que je suis en prison et l'ensemble des investigations vont encore une fois être révélatrices de mensonges, de collusion, de traquenards puisque là encore nous sommes dans des relations qui durent sur plus de 10 ans. Revenons aux faits et encore une fois, arrêtons-nous à l'historique. Elle affirme qu'elle est venue me voir quelques semaines avant la première rencontre lors d'une séance de dédicace. Il n'y a pas de séance de dédicace à Genève quelques semaines avant la rencontre et le livre qu'elle apporte pour prouver que la dédicace a vraiment eu lieu est un livre en fait qui est publié après et pour lequel la dédicace a lieu 6 mois après la rencontre. Premier mensonge qui est de ce point de vue assez révélateur. Elle cherche un prétexte pour justifier la rencontre. Elle va citer 4 témoins, dont 2 psychiatres qui seraient censés confirmer ce qu'elle a vécu en octobre 2008. Or, à aucun des témoins, elle ne dit la vérité. En audition, ils avoueront ne pas avoir su les dizaines de messages entreprenants et suggestifs qu'elle m'écrit avant de demander à ce que nous nous rencontrions et après la seule rencontre qui a eu lieu. Ils ne savaient pas et quand mes propres avocats leur ont dit « mais qu'en pensez-vous » Il dit « c'est surprenant, nous pensions que la rencontre et ses attentes étaient strictement intellectuelles. » Elle n'a ni dit qu'elle avait écrit ni le contenu de ces différents messages. La version qu'elle donne de la rencontre à l'hôtel, de la discussion dans le lobby, du fait que le réceptionniste serait venu me donner une planche à repasser et un fer à repasser et qu'elle serait montée pour m'aider, est en fait une version qui est contredite par tout ce que le réceptionniste va dire lors de son témoignage. Jamais le réceptionniste ne donne une planche à repasser ni un fer à repasser dans le lobby. Les heures de fermeture ne correspondent pas à ce qu'elle a annoncé. Elle serait montée et nous aurions dû monter à l'étage parce que le lobby fermait, ce qui n'arrive pas. En plus de cela, elle décrit une chambre où il y a entre le lit et la porte 6 mètres. Le réceptionniste dira « il n'y a même pas 1 mètre ». La taille de la chambre, les faits ne correspondent à rien. Le témoignage du réceptionniste est accablant pour sa version. Lors de la confrontation, elle dira au juge qu'elle n'était pas sur les blogs, pas sur Internet. Elle a une version, une fois c'était après 2010, une autre fois c'est après 2017. Or, les investigations sur le net ont prouvé qu'elle est très active et ce depuis 2008. À Bernadette Sauvaget, journaliste de Libération, elle dit qu'elle utilisait le pseudo Leïla sur les blogs. Or, le 15 octobre 2008, à savoir 2 semaines avant la rencontre, elle écrit, cette Leïla, un message sur un blog où il est dit « Torpille en prépa, le chat a été très fructueux ». Ce message est important, pourquoi? Parce qu'il confirme ce que nous avons vu par ailleurs. Les faits, encore une fois, rien que les faits, 2 semaines avant de me rencontrer, elle parle d'une torpille en préparation. Ceci est confirmé d'ailleurs par ce que l'on retrouve dans ses activités sur le net et même sur son blog. Elle a un blog où il est question de menaces, où il est question de détruire Tariq Ramadan, sa réputation et son image
public. Ce qu'il faut également savoir en s'en tenant strictement aux faits, c'est qu'en octobre 2009, Brigitte est en contact avec Christelle, la deuxième plaignante, et elle parle avec elle de me piéger dans un hôtel. Ceci est confirmé par les investigations. Mais ce n'est pas tout. En décembre 2009, des messages qui sont dans le dossier attestent et prouvent que Brigitte est en contact avec deux individus, deux personnages clés de tout ce dossier. Le premier, c'est à nouveau Jean-Claude Elfassi, avec lequel elle échange des emails et à qui elle propose son témoignage en lui demandant combien il paye. Ce message est tellement important que le procureur de Genève, qui équivaut au juge dans la procédure suisse, va immédiatement après la confrontation faire une perquisition chez l'une des témoins. Au moment où elle est en contact avec Jean-Claude Elfassi et où elle tente de monnayer son histoire, elle écrit à Caroline Fourest également, qui est en contact avec deux autres plaignantes. En 2015, elle m'écrit un email dans lequel elle me menace encore en me prédisant un avenir aussi sombre que celui de DSK. J'aimerais, au terme de ces comptes rendus factuels et au-delà de tout ce qui a pu être dit dans les médias, en revenir encore une fois aux faits et à l'établissement de la manifestation de la vérité. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qui sont ces femmes? Depuis quand se connaissent-elles? Quelles relations entretiennent-elles avec mes ennemis sur le plan idéologique? Ce sont les vraies questions, avec de surcroît un travail extrêmement rigoureux et strict sur les faits qui mettent en évidence de façon transversale pour chacune des plaignantes que chacune a menti, que chacune a travesti la vérité et que finalement l'instrumentalisation du mouvement MeToo est grave dans cette affaire et cela fera date parce que accuser un innocent au nom de la liberté de la femme, c'est insulter les femmes sur le dos d'un innocent.